Bonsoir, bonjour, pardon à tout le monde, merci de... Alors, on essaye. Alors, la séance est enregistrée, je peux le prévenir. Donc, c'est pour ça que ce que tu vas dire est important. Et de toute façon, il y aura une redondance sur les réseaux sociaux. Dès l'instant où tu sortiras, on saura exactement ce que tu as dit. Donc, on est ensemble maximum jusqu'à 13h. Donc, on est sur le suivi des pathologies chroniques par les biologistes médicaux. Vous savez que c'est un enjeu de santé publique extrêmement important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de coordination des soins. On parle beaucoup de parcours de soins, on parle beaucoup aussi d'équipes de soins autour du patient, mais surtout le patient devient lui-même aussi un expert, et dans ce cadre-là, il a aussi son mot à dire. Et donc j'ai souhaité effectivement faire intervenir 3 associations, 3 structures, donc Jean-Marc Charel, qui est président de France Rhin, Bastien Roux, qui est directeur général de la Fédération française des diabétiques, et Philippe Muller, qui effectivement travaille aussi à la suffisance cardiaque. Tu pourras présenter. Donc chacun d'entre vous, je vais vous donner d'abord un petit peu la parole pour présenter votre structure. Et puis, en fait, ce qui m'intéresse aussi dans l'histoire qu'on fait aujourd'hui, dans ce qu'on va échanger, c'est comment vous voyez un peu notre métier, bien sûr, quels sont vos rapports avec les biologistes, comment vous voyez les choses, et comment on peut, évidemment, dans ce cadre du suivi de tous vos adhérents, dans les pathologies que vous avez, pouvoir nous aider, enfin nous dire ce qu'il faut aujourd'hui, quelle est peut-être notre place, et demain ce qu'on doit faire aussi avec vous. Qui veut prendre la parole en premier? On y va, le premier. Allez. Écoutez, voilà. Bonjour, Bastien Roux, la Fédération française des diabétiques. Donc nous sommes une association par les patients, pour les patients. On a été créé il y a près de 85 ans maintenant. On rassemble une centaine de structures locales réparties sur tout le territoire, principalement composées de personnes bénévoles touchées par un diabète de type 1 ou type 2. Et moi, je travaille au siège fédéral à Paris. Nos principales missions, on a 3 principales missions. La première, c'est l'information, l'accompagnement et la prévention du diabète. Le deuxième, c'est la défense individuelle et collective de toutes les personnes qui en sont affectées. Et le troisième, c'est le soutien à la recherche. Comme vous le savez, le diabète, c'est 4 millions de personnes en France, avec potentiellement en plus 800 000 personnes qui sont diabétiques et qui s'ignorent, avec différentes typologies. Enfin, on peut être diabétique à 3 ans avec un diabète de type 1, ou on peut développer un diabète de type 2 à 65 ans. Donc il y a tout type de personnes qui peuvent être affectées par un diabète. Quel que soit le type de diabète, il y a un rapport très important, très intime avec la biologie, parce que le marqueur principal de suivi de l'évolution du diabète, c'est l'HbA1c, avec normalement 4 examens par an pour suivre l'HbA1c. Et ensuite, il y a le suivi des complications, et notamment la complication principale qui est suivie chez le biologiste, c'est l'insuffisance rénale chronique, avec des examens annuels. Il y en a 2 qui sont possibles. Et c'est voilà, les principaux examens chez le biologiste, c'est cela. Donc il y a un passage très fréquent chez vous. Et je dirais que par rapport à ce lien récurrent, nous, en tant qu'association de patients, ça ne va pas vous étonner, mais on va demander de la proximité, de la simplicité et également de la compréhension. Parce que quand on est atteint de maladie chronique, on a besoin de maîtriser plein de choses. Le médecin vous fait plein de prescriptions, de médicaments ou d'examens, et c'est bien d'avoir une aide pour comprendre la finalité de chaque examen ou la compréhension de chaque indice. Donc tout ce qui peut nous aider à mieux comprendre ça, c'est gagné. Et en plus, je dirais que quand on est dans des lieux récurrents et quand on est atteint de pathologies qui peuvent développer en plus d'autres complications, tout élément de sensibilisation à d'autres pathologies peut également être intéressant pour permettre soit de la prévention primaire, soit de la prévention secondaire, soit de la prévention tertiaire. Voilà, en très rapide. Monsieur le Président,
Oui. Bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Ça va être un peu de la redite, hein, puisque nous sommes une association qui a fêté ses 50 ans l'an passé, qui a été aussi créée par des patients pour les patients. Et puis, depuis 50 ans, disons que France Rhin est au cœur du dialogue avec les professionnels et les patients. Donc l'association porte la voix des patients, hein, au sein des projets et de l'évolution du système de santé. Nous travaillons avec les sociétés savantes et de l'industrie de santé, parce que maintenant, tout le monde fait appel aux associations de patients. Ça a bien changé depuis 50 ans. Nos axes de travaux sont essentiellement de prévenir. Mon collègue de la Fédération des diabétiques l'a dit, en informant, bien sûr, en dépistant, et puis en encourageant la recherche médicale. Parce que on souhaite, nous aussi, c'est réduire le nombre de personnes qui arrivent en insuffisance rénale chaque année, et ça représente quand même plus de 10 000 personnes par an qui arrivent et qui découvrent leur maladie. C'est aussi influencer le système de santé et les pouvoirs publics, hein, pour la définition des politiques de santé. C'est aussi notre volonté de faire reconnaître la maladie rénale comme un enjeu de santé publique majeur, puisque c'est une pathologie qui, pour les personnes qui dialysent, est la plus coûteuse pour la société. C'est aussi améliorer la qualité de vie et les traitements pour les patients, et aussi en les aidant à construire leur projet de vie avec la maladie, et aussi bien sûr soutenir leurs proches. Donc nous aussi, nous sommes aussi dans ce qu'on appelle la démocratie en santé, hein, où on estime que maintenant on ne peut plus pas parler de santé sans adjoindre les patients, les associations de patients. Maintenant, il y a un grand mot qui est à la mode, c'est l'expérience patient. Oui, on la vit depuis qu'on est malade, hein, et on a des savoirs expérientiels que l'on a acquis tout au long de la maladie et que l'on veut partager. Donc il y a un changement aussi dans le système de santé où vraiment les médecins, les institutions, maintenant nous écoutent de façon à ce qu'on puisse adapter les soins par rapport aux besoins des patients. Donc, pareil pour nous, les besoins par rapport aux biologistes, c'est aussi la proximité. Parce que déjà la maladie rénale chronique, elle se diagnostique seulement que par des examens biologiques. Donc on a besoin des biologistes de proximité. C'est aussi la prévention, hein, puisqu'on sait pertinemment maintenant que quand on peut prendre la maladie dès le départ, on a beaucoup plus de chances soit de la retarder des échéances difficiles, comme la dialyse, voire la greffe, et aussi ce qui permet aux patients de devenir, par l'explication de la maladie, de devenir acteurs de leur santé. Et puis bien sûr, nous sommes aussi, on vit dans le XXIe siècle, donc on est très présent dans ce qui concerne les nouvelles technologies. On les utilise, on est bien embêté quand elles ne marchent pas. Et donc, voilà, c'est notre volonté, hein, d'être toujours aussi dans un dialogue constructif et positif avec l'ensemble des acteurs de la santé. Voilà. Merci beaucoup. Philippe, présente un peu ta structure. Bonjour, donc je suis le président de l'association SIC, qui a été créée en 2017, donc elle est assez récente par rapport aux autres, je vois qu'elle est récente, et c'est une des rares associations sur l'insuffisance cardiaque. Il y a une autre qui est présente ici, qui s'appelle AVEC, qui a été créée, je pense, 1 an avant, donc qui est assez récente aussi. On est tous très jeunes, bien que la maladie soit ancienne. On dénombre aujourd'hui 1,5 million de malades. La CNAM dit qu'il y en a 700, 800 000 de plus, mais j'ai entendu les 800 000 tout à l'heure aussi sur une autre maladie. Donc en fait, soit leur chiffre fétiche, ils doivent rajouter 800 000 à tous les cas, comme ça ils sont tranquilles. Nous intervenons, alors principalement nous intervenons auprès des patients, parce que nous sommes une association de patients donc qui est
qui n'est dirigé et animé que par les patients. Tout le monde a été, à un moment de sa vie, victime de l'insuffisance cardiaque. Enfin, quand on est insuffisant cardiaque, on y est pour toute la vie. Hein. On commence et puis on ne s'arrête pas, à croire qu'on y prend goût. C'est peut-être ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la structure, alors, on est en pleine restructuration, parce qu'il y a eu des départs, il y a eu des gens qui ont choisi. On a cet avantage, c'est que notre situation s'améliore avec le temps. D'abord, il y a beaucoup de médicaments qui sont passés dernièrement, qui ont été mis sur le marché. Les cardiologues nous prescrivent un suivi qui est beaucoup plus présent qu'il n'était avant. Donc ils nous suivent de beaucoup plus près, notamment à l'hôpital. Je ne sais pas pour les cardiologues de ville, parce qu'en fait tous les patients, grosso modo, sont suivis à l'hôpital. Et l'invention des CPTS, qui est assez récente, au départ l'hôpital devait être exclu des CPTS, puis on s'aperçoit que la solution de repli des CPTS, c'est l'hôpital. Donc c'est difficile d'exclure les CPTS de l'hôpital. Quant au labo, donc il y a des marqueurs qui sont spécifiques à l'insuffisance cardiaque, que les gens suivent au moins 3-4 fois par an par prescription médicale de leur cardiologue. Le reproche que je ferai à tout ça, c'est que le directeur du labo, n'étant pas prescripteur, ils ont une quantité de sang qu'ils recueillent et qui ne leur sert à rien. Moi, j'ai eu l'expérience l'année dernière. J'étais hospitalisé pour un problème de pacemaker. Et l'infirmière est venue me dire qu'il fallait que je fasse attention à mon diabète. Que l'hémoglobine glyquée montrait quand même que j'avais une augmentation du taux de diabète qui était importante. Et puis, je suis sorti de l'hôpital, j'ai eu mon compte-rendu, et il ne faisait pas mention du tout de l'hémoglobine glyquée. Donc j'ai appelé le cardiologue, je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'on ne s'occupe pas de ça dans ce service. Donc en fait, ils ont le résultat, mais puisque c'est pas leur charge, c'est pas leur travail, personne ne s'en occupe. Or, on sait pertinemment que les insuffisants cardiaques sont sujets au problème du diabète. Alors qui est le premier, qui est l'œuf, qui est la poule, on ne sait pas. On a un peu de mal, on se barre entre nous, mais enfin on se barre, sans se battre vraiment. On n'en vient pas aux mains, en tout cas, je vous rassure. Donc il faudrait que le directeur du laboratoire ou le directeur du laboratoire hospitalier soit également prescripteur pour qu'il puisse, ne serait-ce que prendre une pipette de plus de sang quand on vient au labo faire l'analyse, ou quand on est hospitalisé, qu'ils prennent un petit peu plus de sang, et qu'ils recherchent toutes les pathologies qui peuvent être associées à l'insuffisance cardiaque. Ce serait pas mal, et ce serait une bonne chose, je pense. Je vais vous relancer là-dessus, parce que finalement, on est au cœur du sujet. Le gouvernement a déposé plusieurs évolutions possibles pour les relations entre les patients et les professionnels de santé. Au travers de la démocratie sanitaire, on parle aujourd'hui, effectivement, des conseils territoriaux de santé, dans lesquels vous avez, départementalement, vous aurez aussi une implication. On voit bien que dans la démocratie, on essaye de vous dire, ben voilà, on va écrire il y a les PRS en ce moment, les plans régionaux de santé qui sont écrits pour 5 ans, dans lesquels, normalement, vous avez un avis à donner. Et en même temps, vous avez aussi des créations de structures. Tu parles exactement des CPTS tout à l'heure, qui ont des missions de prévention. Et on a pour la première fois de notre vie un ministre qui porte le mot prévention finalement dans son discours. Et nous étions avec le directeur général du cabinet du ministre, le directeur général de la santé hier. Il évoquait qu'on avait commis une erreur certainement en France en séparant le curatif de la prévention. Et qu'en fait le parcours d'un patient, c'est un parcours dans lequel il faudrait avoir de la prévention, et que pour éviter évidemment d'arriver aux complications que tu dis ou au fait qu'on oublie, on regarde toi finalement sous un éclairage cardiaque et de ton éclairage diabétique, ben, on ne t'en parle pas. Et donc on parle évidemment dans tous ces domaines-là de coordination et de parcours de soins complexes, en particulier quand on arrive effectivement au bout
d'un certain nombre d'années et qu'on a une complexification de sa maladie avec des effets très importants. Dans tout ça, qui est en train de se mettre en place, comment vous voyez aujourd'hui votre rôle? Parce que finalement, je dirais que nous, en biologie, on a autant besoin de vous, même si vous avez expliqué de temps en temps, effectivement, que vous avez besoin de nous, mais on a vraiment besoin de vous, parce que ça fait des années qu'on explique au gouvernement qu'il faut essayer de faire de la prévention, et vous êtes là pour expliquer, effectivement, en termes très clairs, pourquoi on a besoin de prévention. Donc, sur ces thèmes d'organisationnel, et finalement, d'aujourd'hui, ce qu'est en train de poser le ministre, il l'a redit encore hier, que c'était un des axes forts jusqu'à la fin du quinquennat, la prévention, il fallait vraiment la mettre sur place. On repart, un petit tour de piste pour me redire. Oui, moi je dis chiche. C'est, la prévention, c'est très bien d'en parler. Après, il faut faire, il faut structurer, il faut prioriser. Il faut que dans les négociations avec l'ensemble des acteurs du système de soins, ce soit mis comme étant prioritaire. Et pour le moment, ça l'est pas encore. On le voit avec les débuts vraiment hyper timides de l'activité physique adaptée, où il y a des allers-retours législatifs en disant on y va pas, on y va pas. Et au final, on y va, mais du bout du doigt de pied. Donc, à un moment, ok, parfait, parlons de prévention, c'est bien, c'est un début d'en parler. Après, maintenant, il faut faire. Pour le parcours de soins, c'est très bien de conceptualiser un parcours de soins, mais partons du patient pour essayer de construire quelque chose autour. Là, pour le moment, le système de santé, il est structuré autour des acteurs qui le composent, pas autour du bénéficiaire principal qui doit passer. C'est le patient, on l'adresse, on l'envoie à droite, à gauche, donc il est sympa, il suit, et puis de toute façon, c'est bien pour lui. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de parcours qui soit fléché. Et puis c'est pas linéaire, parfois il trouve que c'est tellement incompréhensible qu'il va sortir du système parce qu'il y aura trop d'injonctions, trop de difficultés, trop de délais, trop de complexité. Donc ça c'est important. Nous, notre rôle en tant qu'association, c'est de mettre en avant tous ces freins, de redonner de la simplicité, puis surtout de remettre le coup de projecteur sur des cas d'usage simples de bénéficiaires de services de biologie, de services de diabétologie, de néphrologie, de cardiologie, enfin c'est de redire vraiment quel est le vécu des patients, parce qu'à chaque fois on conceptualise plein de trucs qui sont géniaux, mais qui sont juste trop complexes au quotidien ou pas applicables. Donc voilà ce que je pourrais dire, c'est il faut de la simplicité, puis surtout il faut que ce soit calé avec des trucs très très simples du quotidien. Je dirais pareil, on a une maladie chronique qui vient justement souvent, puis à 50%, la maladie rénale fait suite à un diabète, fait suite à des problèmes cardiovasculaires, dont notamment l'hypertension, l'obésité aussi maintenant, on s'aperçoit. Et donc, on est multipathologie. Et il faut qu'on ait ce suivi. Et c'est une démarche qui est complexe pour le patient lambda. C'est pour ça que nous, on essaye justement d'acculturer nos adhérents et notre communauté en général à devenir acteurs de leur santé, en s'informant sur leur pathologie, comprendre ce que c'est, comprendre les analyses, pour justement qu'ils soient aussi sachent défendre, comme vous l'avez fait, par rapport à un médecin qui dit bon, moi cette analyse-là ne m'intéresse pas, allez voir ailleurs. C'est un peu irresponsable de la part du médecin. Donc notre travail au niveau national, c'est d'être porteur de messages politiques. Et quand on le fait seul, c'est difficile, mais quand on le fait
avec les professionnels de santé, ça commence à toucher beaucoup plus le gouvernement et les institutions. On l'a vérifié et c'est vrai que ça marche. J'ai gardé le précédent. Moi, je dirais que le patient au cœur du système de santé, ça fait des années qu'on en entend parler, on en a toujours entendu parler. On l'a mis au cœur du santé, on a bâti le système de santé autour, et puis on l'a enlevé, et on l'a oublié. Voilà. Le patient aujourd'hui ne fait plus partie des priorités du soin. Le patient fait partie des priorités. Le soin fait partie des priorités du médecin et non pas du patient. Et souvent le médecin oublie le patient, il voit l'organe, mais il ne voit pas le patient, il ne voit pas que la personne qui est derrière la maladie est une personne, une entité entière, et qu'il y a des problèmes psychologiques, il y a des tas de problèmes qui sont liés à la maladie chronique. Il n'y a pas que le problème de la maladie. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le système français, on a tellement sectorisé la maladie qu'on n'a plus de possibilité de sortir, ou alors il faut changer de médecin. Alors, c'est sûr qu'il y a des progrès de la médecine qui sont tels que on voit de plus en plus près, et on ne peut plus voir un médecin maintenant sans être malade. Il nous trouvera forcément quelque chose, avec l'aide des biologistes souvent. On ne peut pas se plaindre non plus de la qualité des soins, parce que la qualité est là, mais il faudrait remettre le système de santé autour du patient et ne pas oublier le patient. Bien souvent, on vient chercher les associations de patients pour des pourvoyeurs de main-d'œuvre bon marché. Donc on fait appel aux associations, on sait qu'ils ne demanderont pas d'argent, et on les sollicite en permanence pour les étudiants qui finissent une thèse, il y a des tas de sollicitations. Moi j'en reçois plusieurs par jour, et maintenant je ne réponds même plus, voilà, ça me fatigue un petit peu. Alors un mot sur quelque chose qui va vous arriver, c'est les fameux entretiens. Donc on est, soi-disant, alors tu disais effectivement on veut des preuves dates et tout, le gouvernement propose un nouveau projet, qui correspond d'ailleurs à peut-être plus un calendrier de vaccination que vraiment des entretiens tout au long de la vie, mais en fait 3 périodes ont été choisies. Normalement, vous allez avoir un entretien de 30 à 40 minutes, alors par un pharmacien, une sage-femme, un médecin ou un infirmier, on n'y est pas. Et donc, vous en pensez quoi de cet entretien ? En théorie, c'est très bien. En pratique, c'est quoi ? Je pense qu'on aime bien avancer des principes, et la déclinaison de ces principes en quelque chose de palpable prend parfois un petit peu plus de temps. Donc moi, je vais donner une réponse de principe. En principe, c'est bien. C'est super d'avoir des âges de la vie où on fait particulièrement attention à l'émergence de maladies chroniques. C'est très très bien, c'est un bon début, mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que c'est pas quand on a 20 ans, 45 ans et 65 ans qu'il faut faire un petit peu attention. C'est un bon... c'est mieux que rien. C'est globalement tout le temps. Il ne s'agit pas d'être non plus fliqué par toutes les maladies qui nous entourent, mais se dire que une démarche globale de prévention permet déjà d'être bien dans sa vie. Hein. Quand on est en bonne santé, on dort bien, on n'est pas inquiet, enfin, c'est plutôt chouette. Et de travailler ces petits moments-là, et puis même essayer de décloisonner la prévention. Être en bonne santé, enfin les 2 piliers de la bonne santé, après il y a plein d'autres choses, mais c'est une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Donc là-dessus, pourquoi n'impliquer que le ministère de la Santé et de la Prévention là-dessus ? Tous les ministères pourraient être concernés par cette activité, et tous les professionnels de santé pourraient être impliqués aussi dans l'application de ça. Mais donc voilà, je réponds peut-être un peu à côté, mais c'est bien, mais on en attend encore beaucoup plus, et surtout on attend que ce soit vraiment clairement défini pour avoir une opinion définitive.
bien, disons oui, c'est mieux que rien, mais pour moi c'est de la poudre aux yeux. Je pense que justement, chaque individu est différent et il doit être suivi en permanence. Alors bien sûr, il faut que la personne se prenne en charge. C'est pour ça qu'on dit, on parle d'être acteur de sa santé. Tout citoyen devrait être acteur de sa santé. En France, on est un petit peu, toujours un peu en retrait par rapport à ça, parce qu'on se dit que dès qu'on est malade, oulala, on a déjà un pied qui glisse vers la tombe. Donc on voit bien, hein, nous les gens, quand on les aborde, non mais je vais très bien. Quand on fait mon dépistage, ça fait 20 ans qu'on fait du dépistage. Et voilà, donc on sait ça. Il faut qu'on avance beaucoup plus que ça. Il faut penser à la médecine intégrative où on prend vraiment la personne dans sa globalité, hein, pas que sa pathologie. Hein. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'on est tous plus, on a différentes pathologies, c'est rare qu'on en a qu'une seule. Et voilà, il y a un ensemble à prendre de la personnalité en entière et il faut l'accompagner. Alors bien sûr, c'est le travail des associations le font, c'est ce que tu dis, le gouvernement se débarrasse de ça sur les associations sans débourser un sou. Mais voilà, il faut, pour moi, je dirais que voilà, ça fait bien, on a parlé, on a mis 2-3 points de vigilance à certains âges, mais voilà, c'est rien. Ces entretiens sont intéressants en eux-mêmes parce que c'est vrai qu'il faut que les gens parlent, ils ont besoin de parler, mais pour quelle information et comment va-t-elle remonter et comment va-t-elle être collectée? Voilà la question surtout qui peut se poser. Alors on peut faire un entretien à 25, un à 40 et puis un à 65, ou le faire 10 ans plus tard, ou le faire après. Si rien n'est fait, et chaque individu est différent, ça me semble compliqué à mettre en œuvre et à faire quelque chose qui soit efficace derrière. C'est juste pour obliger les gens à le faire. Oui, je suis d'accord. Et dernière chose, on voit l'effet de vieillissement de notre population. Vous allez être finalement impacté de façon encore plus importante, puisqu'on voit qu'un nombre de gens considérables vont passer la barrière des 65, plus des 85, si on prend ces deux échelons-là, et qu'on sait très bien que dans notre pays, on vit quand même assez vieux, mais pas forcément en bonne santé par rapport aux autres pays du Nord. Finalement, on a une meilleure qualité de vie plus longtemps, alors que nous, finalement, on vit quand même assez vieux, mais pas forcément avec une bonne qualité de vie. Donc, vous allez avoir une charge extrêmement lourde. On parle effectivement du 5e risque et tout ça. Aujourd'hui, vous avez l'impression que votre rôle, parce qu'on arrive à la fin votre rôle dans les années là qui vont venir va être crucial, en tout cas, pour avertir nos concitoyens. Vous parliez d'un certain nombre pour l'effort physique, l'effort alimentaire, etc. Mais qu'est-ce que vous attendriez aujourd'hui du gouvernement pour dire quel est votre poids, quel est votre rôle et comment vous allez pouvoir contribuer en tout cas à cet accompagnement, parce que finalement ça va être un vieillissement assez fort de la population française. Alors, oui, par rapport au vieillissement de la population, ça a forcément impacté tout un tas de choses. Par rapport à la progression de la maladie, uniquement pour parler de diabète, le nombre de diabétiques, il a doublé en 15 ans. On est passé de 2 millions à 4 millions de personnes avec un diabète. Donc avec le vieillissement, ça ne va pas s'arranger. Donc nous ce qu'on souhaite porter en tant qu'association, c'est d'être vraiment sérieux sur la prévention, parce que la prévention du diabète, d'une part, entraînera la prévention d'autres maladies chroniques qui sont liées avec le diabète, c'est parfois les mêmes leviers, et puis de mieux définir l'accompagnement en fonction de la typologie de chaque patient, parce que la démultiplication des patients va entraîner un bouleversement dans l'organisation des soins. Si en plus c'est concomitant avec un manque de professionnels de santé, ou en tout cas une baisse de la démographie des professionnels de santé, il faut vraiment accélérer la mutation du système de santé
le penser plus largement en intégrant ces contraintes et puis avoir une vision à plus long terme. Là, la vision de l'organisation des soins, c'est le PLFSS, donc c'est à 6 mois. Il faut vraiment arriver à penser à 10, 15, 20 ans pour pouvoir anticiper ces profondes mutations qui vont être, je pense, compliquées pour tout le monde, mais il faut vraiment se lancer dans cette dynamique. Et en tant qu'association, nous, on sera là pour porter la voix des patients et expliquer la singularité de nos vécus avec 1, 2, 3, 4 maladies chroniques et expliquer comment on peut être acteur de ces changements profonds. Oui, disons que nous avons une pathologie qui est surtout une pathologie de vieux, on va dire, entre guillemets, puisque la moyenne d'âge des gens qui arrivent en dialyse, c'est autour de 70-71 ans. Donc déjà, le troisième âge bien entamé. Oui, et on voit bien la progression aussi du nombre. Ce qui nous fait peur aussi, c'est l'augmentation du diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, hein, on le constate même maintenant chez les jeunes surtout. Donc c'est inquiétant pour l'avenir. Il faut qu'on doit être à l'écoute, nous, des patients, mais on doit aussi porter la parole de ces patients auprès des institutions de façon à les faire réagir. Tu disais qu'il faut avoir une vision à long terme, c'est tout à fait ça, hein, parce qu'on sait bien que dans 10 ou dans 15, 20, 30 ans, ça risque d'être très compliqué pour les gens. Alors bien sûr, il y a aussi le déficit de professionnels de santé, on le voit bien, il y a les médecins, mais il y a tout le paramédical qui est en crise. Il faut vraiment, réellement reprendre le système de santé à bras le corps, hein, et non, nous on sera là pour ça. Oui, pareil, ton micro. J'ai mon micro. Le vieillissement n'est pas un problème en soi, parce que en fait, le problème, c'est la malbouffe. Les gens se nourrissent mal, et donc ont plus de maladies, plus de pathologies qu'avant, parce qu'ils se nourrissent. L'insuffisance cardiaque, en gros, c'est entre les personnes très âgées, qui deviennent insuffisants cardiaques parce que l'âge aidant, le cœur fonctionne moins bien. Et puis, donc, ce sont les gens qui ont en gros des insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée. Donc le cœur bat toujours normalement, mais beaucoup moins bien. Enfin, il bat pas normalement, mais il fonctionne à 100%, mais de façon de plus en plus lente. Et puis ceux qui ont des accidents de la vie, qui peuvent être soit des accidents cardiovasculaires, soit des problèmes héréditaires, parce que ça existe aussi, soit des virus qui passent comme ça. On ne sait pas pourquoi ils viennent se fixer sur le cœur. Et ces gens-là peuvent être touchés à n'importe quel âge. Il y a des gens qui naissent avec des défaillances cardiaques importantes, qui sont opérés tout au long de leur vie jusqu'à l'âge adulte, et puis petit à petit ils reviennent à peu près normalement s'ils n'étaient pas suivis, mais c'est pas l'âge qui va faire augmenter le nombre d'insuffisants cardiaques. C'est le dépistage, et c'est ce qui était dit tout à l'heure, la prise en charge personnelle de la pathologie. Il faut que les gens soient informés de la pathologie, qu'ils sachent ce qui se passe. Et ça, c'est un gros travail des médecins, parce que bien souvent le médecin n'a pas le temps, donc il n'explique pas. Et à la place du médecin, c'est nous qui prenons le relais. Avant de conclure, est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Parce que souvent, on a aussi une communication gouvernementale qui est institutionnelle. On l'a vu sur les maladies cardiaques, on le voit sur le diabète, on ne le voit pas encore sur le rein. Ça va venir. Mais globalement, c'est ces trois secteurs-là, c'est pour ça que je vous ai réunis aujourd'hui, qui est très important. Est-ce que vous, dans votre communication d'association, comment vous pouvez essayer de faire passer le message auprès d'un patient comme moi qui, demain, va peut-être devenir insuffisant cardiaque, insuffisant rénal ou diabétique, et donc que j'améliore, parce que tu l'as dit dans l'APA, aujourd'hui, les kinés ont été reçus à l'Élysée, je crois, hier, pour justement l'accompagnement. Faut que ça rentre dans les faits.
C'est-à-dire l'accompagnement, dire à des gens, il faut faire, peut-être que les Jeux Olympiques sont surtout une occasion, de dire il faut faire un peu plus d'exercices, où il y a une communication et tout. Mais vous, vous avez un rôle extrêmement important de communication. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en avez les moyens? De toucher tous ceux qu'on devrait toucher, non. Non, il y a une asymétrie entre tout ce qu'on souhaiterait faire, notamment en termes de prévention, et les moyens dont on dispose. Donc c'est pour ça qu'on se bouge, on se bat pour avoir plus de moyens, pour à la fois informer, prévenir et ensuite accompagner les personnes qui sont touchées par un diabète. Par rapport à la communication institutionnelle autour de ces maladies, je pense qu'il y a du mieux. Il y a du mieux. On travaille bien avec l'assurance maladie sur comment développer de nouveaux messages autour de la prévention et l'accompagnement. Et eux sont partie prenante, comme le ministère, sur la semaine nationale de prévention qu'on organise. Donc ça, on en est très content. On cherche à trouver d'autres leviers et s'appuyer sur finalement tout l'écosystème pour développer ces messages de prévention. Donc je vois qu'il y a plein de biologistes dans la salle. Si vous voulez faire de la prévention sur le diabète à l'occasion de la semaine de prévention, c'est avec grand plaisir. Je pense que tout le monde peut s'emparer de sujets de prévention. Il y a plein de journées mondiales de plein de maladies chroniques. Les laboratoires de biologie sont des lieux de passage. Parler de prévention, c'est une bonne chose. Donc voilà, chacun a sa part à jouer, et les biologistes en tout premier lieu. Donc en tout cas, voilà, on sera ravis de poursuivre l'échange à ce sujet avec vous. Oui, tout à l'heure je vous disais que justement quand les gens nous voient, ils ont peur, ils changent de trottoir. Je pense qu'il faut changer les mentalités, et ça passera par l'éducation des jeunes. Un exemple, jusqu'en 2015, on parlait du don d'organes en classe de 3e. Après, terminé. Et on est obligé, nous, de retravailler là-dessus pour remobiliser les gens au don d'organes, à expliquer. Parce que toujours pareil, il faut qu'on change ces mentalités, que les jeunes apprennent. Et on voit bien avec l'obésité qui grimpe en flèche sur les adolescents, qu'il y a un travail important à faire, la nourriture correcte et l'exercice physique, mais aussi prendre soin régulièrement de soi, se connaître, et puis ne pas attendre et dire non, ça va bien, et écouter son corps de façon à ce que quand on sent quelque chose, ou quand un professionnel vous dit tiens, il faudrait faire attention, c'est qu'on ne fasse pas l'autruche, et qu'on aille voir les médecins, qu'on aille voir les biologistes, et qu'on aille voir le système de santé en général pour justement prévenir. La com institutionnelle. La com institutionnelle, elle est là comme politique en fait. On voit bien dans le plan de santé d'il y a quelques années, l'insuffisance cardiaque était en tête de gondole pratiquement, et maintenant on n'en parle plus. C'est fini. Et chacun passe à son tour. On met en exergue quelqu'un, et puis tout d'un coup on le retire, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où il est passé. Donc là, actuellement, on s'est associé à un mouvement qui rejoint un peu la notion de prévention, qui est l'assistance, l'activité physique pour tous. Parce que c'est vrai qu'on connaît les bienfaits de l'activité phisique sur quelqu'un qui est malade, on connaît aussi les bienfaits de l'activité physique pour quelqu'un qui n'est pas malade. Donc il faudrait que tout le monde s'y mette. Mais pour ça, il faut des moyens. Et l'État étant omniscient et ayant pris un peu la place de Dieu, on sait qui est la République, mais on ne sait pas qui est l'État. Les gens se retournent maintenant systématiquement vers l'État pour régler leurs problèmes. Et ils ne font plus rien d'eux-mêmes. Donc, il faut que les gens reprennent leur santé en main, qu'ils sachent quelle pathologie existe, ce qu'ils risquent en fonction de ce qu'ils mangent. Essayez de discuter avec un médecin ou avec une diététicienne
diététicienne ou avec un diététicien, n'importe, ou quelqu'un du paramédical, vous n'allez rien comprendre. Parce que chacun a développé son vocabulaire, et chacun a développé un vocabulaire tel que aujourd'hui le commun des mortels n'y comprend plus rien. Donc il arrête de discuter, il dit juste, il se retourne vers l'État en disant tiens, je suis pas bien, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux pas aller aux urgences, il y a trop de monde, j'ai pas envie d'attendre 24 heures sur un brancard, tant pis pour ceux qui sont vraiment malades. J'essaie de faire valoir mes droits différemment. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement un peu partout. Donc il faudrait que l'éducation, qui n'est pas une éducation, qui est plus qu'une éducation, c'est un principe de vie qu'il faut inculquer aux gens dès le plus jeune âge, et ça demande à remodifier toute la structure de la société et le fonctionnement de la société. Merci beaucoup.